Alors le singer, tu veux. Du coup, la semaine passée, vous avez fait quoi? Moi, je bossais un peu sur mon dossier pour entrer en céramique au CEPV à Vevey. Ouais. Mais à part ça, je suis sortie un peu ce week-end sur Yverdon, mais vous? Moi, j'ai bossé quelques projets de cinéma. Et sinon, le week-end, je suis allé au Petit Léman. Ok, bon, on a sûrement dû se croiser alors. Qui était aussi? Ouais. Le Petit Lem, c'est un bar, non? Oui, c'est à 2 minutes de la gare. Mais je crois qu'il a pas toujours été là-bas, il me semble. Non, avant, il était du côté lac. Et Ouais. puis, plus tard, il a été délocalisé Ok, et mis au centre. Mais c'était il y a bien 20-30 ans, je pense. ok. 30 ans. Moi, je me demande, il y a 20-30 ans, si c'était la même clientèle qu'il y a de maintenant aussi. Plus intéressant, c'est de voir il y a 60-80 ans. Ah, c'est vrai. Genre S'il bien était avant. déjà là encore. Hein? C'est savoir s'il était déjà là il y a 60-80 ans. Aussi. Et d'autres lieux aussi. C'est vrai. Peut-être Faire les encore. comparaisons, ce qui a vécu, ce qui a disparu, ce qui est nouveau. Et si les gens traînent aux mêmes endroits? Ouais, mais alors pour ça, il nous faut Une équipe. une équipe, mais il nous faut aussi des personnes qui étaient là avant, des aînés. Là, on peut même aller directement leur poser la question. Ça Au doit être Panorama, par exemple. Panorama? Ouais, il y a un centre avec des personnes âgées, il me semble. Ok. Bah on ira là-bas alors. Là, il ne manque plus qu'à trouver des personnes qui seront d'avis de faire le projet avec nous. Il y a Binac et Julio. C'est bien. Ah, puis Valérie, mes filles. Ouais, comme c'était pas la seule fille. Et puis Issa, il est toujours dans les bons coups. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, go pour ça. Puis on les appelle, on leur prévient. Mais par contre, ils sont où? Ils sont à Jinko, il me semble. Ils sont toujours à Jinko. C'est quoi Jinko? Bonjour Marco, merci de nous accueillir pour une interview dans le cadre de notre projet vidéo. La première question, ce serait, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Jinko? Qu'est-ce que c'est Jinko? Alors, Jinko, c'est un programme qui a été développé par la commune de Vevey en 2001, suite à des événements qui sont produits dans le secteur jeunesse. Ça dépend du secteur jeunesse. C'est un endroit où on aide les jeunes dans plein de domaines différents. Ça peut être par rapport à la recherche d'emploi, ça peut être par rapport à des histoires d'école, ça peut être par rapport à des histoires familiales ou d'autres choses. En fait, voilà. C'est un super outil, très pointu, qui est un des seuls qui existe dans le canton comme ça. Quand tu as entendu parler de ce projet, qu'est-ce qui t'est venu en tête par rapport à ça? C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est par rapport à l'opportunité qu'on peut avoir vis-à-vis des jeunes. Après, le projet en lui-même, quand il a été présenté et puis qu'on m'avait donné tout ce qu'il fallait dans les mains, ce que je trouvais intéressant, c'était par rapport à l'intergénérationnalité du projet. De pouvoir mettre en contact des jeunes avec leur expérience d'aujourd'hui, avec des jeunes d'il y a 60 ans en arrière, je trouvais très, très, très intéressant. Comment c'était tes 20 ans toi? Toutes les portes étaient ouvertes à l'époque, en tout cas pour moi. Il y avait beaucoup de portes ouvertes. Donc c'était une époque qui était, je trouvais, très stimulante. Mais que, en fait, à part quand je me regarde dans une glace, j'ai toujours 20 ans. J'ai pas de raison. Du coup. Genre plutôt prendre je sais pas, disons 2 à 3 questions par thème et puis on les note comme ça, on essaie de... Une interview parce que je pense qu'il y en a aussi, il y a des questions qui vont un petit peu passer vite fait sur je pense les que- ça s'intéresse pas Il faut trop. aussi répondre aux questions, hein. Faut pas les Oui, non, poser dans clairement. n'importe quel ordre. Ouais, et puis il faudrait peut-être trouver, comme on disait avant, les hiérarchiser et puis faire vraiment les gros thèmes qu'on a envie vraiment d'aborder. Comme ça, on arrive quand même à avoir l'essentiel dans l'interview. Le truc, c'est qu'il faudrait pas qu'on fasse chacun notre truc. Genre, moi, par exemple, il y a des questions qui m'intéressent dans tous les trucs. Genre, moi, j'ai pas envie de me couper des questions. Non, mais Parce que clairement, tu vois. l'idée que j'ai, c'était par exemple, imaginons, je suis à la caméra, vous êtes 5, j'ai 5 doigts, par exemple, t'es 1, 2, 3, machin. Je fais 5, tu poses les questions, et quand je vois, je me dis, ok, t'as beaucoup apparu à la caméra, machin, au moment je lève le doigt, puis je fais 3, tu finis ta question,
eux ils parlent machin, puis après tu sais que c'est toi qui vas parler parce que c'est numéro 3, par exemple. Comme ça, bah, si tu lèves la caméra, c'est discret, personne ne voit, à part les personnes âgées ou quoi, et puis nous. Et voilà. Je m'appelle Miguel, j'ai 18 ans. Fan de basket, de manga, de lecture, etc. Je joue également beaucoup à des jeux vidéo, surtout les RPG. Sinon, la plupart du temps, je suis dehors avec des amis, puis on est justement dans le bar ici, le LEM, qui est un endroit auquel j'y tiens particulièrement. Je suis également une personne qui aime déjà jouer à Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes excellent. Mais il y a aussi des moments où j'aime bien rester à la maison tranquillement, à ne rien faire tout simplement, regarder des séries, regarder des animes. Et sinon j'écris également des histoires au passe-temps. Et mon rêve, ce serait de créer un manga vis-à-vis justement des histoires que je suis en train de créer maintenant. Alors je m'appelle Zoé, j'ai 21 ans, ça va faire environ bientôt 2 ans que je vis sur Vevey. Étant ici sur Vevey, je vais dire qu'il y a vraiment cette école, le centre d'Auray, le CEPV, qui me fait rêver. Je souhaite entrer en céramique et poursuivre après au Japon pour continuer à former mes techniques et apprendre l'art floral. Et je pense que l'école à Vevey ici me donnera le bon point de départ. Alors les pays qui m'attirent le plus sont le Népal, le Cambodge, il y a le Japon que je n'ai jamais visité. Je souhaite aussi retourner en Thaïlande et puis certainement retourner au Laos et après passer au Vietnam. Et puis alors ils partaient jusqu'en direction Philippines, puis la ferme forêt. Bonjour, Zoé. Pierre. Bonjour. Bonjour. Zoé. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Quand au mois de mai, Vous étiez volontaire? on est volontaire, oui. Enfin, moi en tout cas. Il faudra qu'il nous raconte ce qu'il veut exactement. C'était en fait de parler de la ville de Vevey avec justement des gens qui ont vécu à leurs 20 ans en fait. Et pouvoir comparer en fait comment est-ce que nous on voit la ville, on la vit, comment est-ce qu'on l'expérience qu'on a de cette ville à notre âge et l'expérience que vous avez à votre âge en fait, quels sont en fait on est juste curieux de savoir en fait qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qui se passait, voilà, qu'est-ce qui se passait exactement. Ça nous intéressera aussi que vous nous disiez qu'est-ce qui se passe maintenant. Justement, c'est un peu vous, c'est qu'on va avoir une sorte d'échange et puis on va mettre tout en perspective. En 40-50, à Vevey, il y avait passé 50 bistrots. Ah On ouais. en a fait tous les mardis, je me trouve au Café de la Clé avec les vieux Vezains. Et un jour, on a fait la liste, on est arrivé à passer 50. Les bistrots. Et depuis la place du marché, vous remontez, donc, place d'Ancien-Port, remontez la rue du Conseil, il y en avait 8 sur cette rue. Et je vous parle des années juste après-guerre. Ouais, mais c'était actif, Du reste, on sortait de la poste, on partait direction l'avenue du Plein, traversait le pont de l'Ovez, à gauche il y avait la tannerie, sur 100 mètres il y en avait 5. Il y a eu un moment où on a décidé qu'il n'y avait plus besoin de respecter une règle qui s'appelait le besoin. Enfin, s'il y avait trop de bistrots, on pouvait dire non, vous n'ouvrez pas, il y en a déjà assez, ils vont tous faire faillite. Alors, et puis cette loi a été à un certain moment ouverte. C'était d'ailleurs vos rues qui avaient proposé ça devant le Conseil, en disant s'ils veulent prendre le risque de faire faillite, qu'ils fassent faillite. Tant pis, ça ne nous regarde pas, c'est la liberté de l'entreprise. C'était passé sous. Et puis il y en avait beaucoup. Alors il y en avait vraiment trop. D'accord, ouais. Je crois que maintenant ils sont revenus. Il ne faut pas oublier une chose, jusqu'avant 1939, il n'y avait pas un ménage sur 5 qui avait une radio. Moi, jusqu'à 1937, je ne sais pas si c'était que la radio. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Les gens sortaient du travail, ils voulaient boire quelque chose, on rentrait, c'était le lieu de contact des gens. Voilà, à l'époque, il ne faut pas oublier. Une bière, ça coûtait 35 centimes, une bière 3 décilitres. 35 Et puis centimes. un café coûtait 60 centimes. Ah ouais. Alors si on voulait adapter le prix du café actuel
le prix du café de ce temps-là, on le payerait 6 francs actuellement. Hein. C'est que les revenus aussi étaient très bas. On m'a appris que mon grand-père, quand il avait 5 enfants, dont mon père, dans un village vaudois, a acheté une maison, une petite ferme qu'il a transformée par la suite. Il gagnait 12 francs 50 par mois avec 5 gamins. Puis il était le buraliste du village. Donc c'était le seul au village qui avait un salaire, hein, à part l'institution. Ouais. Alors c'est quand même un peu fou parce que tous les autres c'était des paysans. Alors ils avaient bien quelques revenus, mais ils ne vendaient même pas toujours leur rôle. Moi, j'ai commencé l'apprentissage de monteur électricien à 16 ans. À 16 ans? Je travaillais 49 heures par semaine. Et puis on avait 2 semaines de vacances, point les reins, c'est tout. Hein. D'accord. Puis ça se passait comment pour l'apprentissage? L'apprentissage, on travaille. Moi j'étais à la Société romane d'électricité, on était avec un monteur, puis celui qui nous montrait. Enfin, un jour par semaine, il y avait des cours professionnels, comme maintenant, hein. Mais c'était pas facile, hein, parce que la première année d'apprentissage, je gagnais 20 centimes de l'heure. D'accord. Donc ça faisait même pas 40 francs par mois. Hein. Non, clairement pas. Et puis on me retenait encore la VS là-dessus. Personnellement, moi j'ai commencé mon apprentissage à 15 ans et demi. Ouais, moi aussi. Exactement. D'accord. Et à 18 ans, j'avais fini mon apprentissage. Je pouvais m'engager. Et vous faisiez quoi comme apprentissage? C'était le dactylo, ce qui n'existe plus maintenant, c'est employé de commerce ou... Oui. Employé de bureau maintenant plutôt. Oui. Hein. Donc vous avez dû apprendre les techniques même de dactylographie, les vraies. La sténographie, Voilà. la dactylographie, oui, bien sûr. Quand vous montez au Pèlerin, il y avait Chibrac à l'époque. Continuez la route principale, montez à droite, c'est dans ce coin que j'habitais. Alors j'ai 6 ans et demi, je descends à l'école à Chardonne à pied. Le collège, il est au bout du village. À 11h30, il fallait remonter dîner, redescendre l'après-midi et remonter. 2 fois par jour. J'ai fait Alors après, je suis rentré à la poste en 1947 au télégraphe, parce que je n'avais pas encore 17 ans. Alors on portait les télégrammes à la maison Nestlé à la Tour, ça vous dit quelque chose. Et là, quelques mois après, ils ont acheté en Lorenz, puis la demoiselle qui était au télégraphe est rentrée à Nestlé. Une question, Et- c'est quoi un télégraphe? Ah oui, excellent, c'est quoi le télégraphe? Non, alors à la poste, je suis rentré au mois d'octobre-novembre. Non, attends, il faut répondre à cette question. C'est quoi le télégraphe? À l'époque, il y avait tout un système de télégraphie, c'est-à-dire qu'on transmettait des messages par un système à la poste, donc, hein, et puis la poste enregistrait le texte, et puis on l'imprimait, et on envoyait chez les clients le texte qui était venu par la poste, qui était venu par le téléphone. Hein? Donc c'était avant le fax, avant évidemment l'Internet. Alors Voilà. pour juste ce qu'il vient de dire, au rentrer à la poste, l'ancienne poste où il y a la coop maintenant, à gauche c'était le télégraphe. On portait les télégrammes et tous les express qu'on portait. Alors, c'était joli parce que quand il pleuvait, on avait la ligne de tram avec le vélo. Si on ne tournait pas bien, on glissait. Nous, on partait d'un côté, les paquets de l'autre, on ramassait tout ça, puis on continuait. C'était l'époque où à 11h du soir, on livrait encore les colis ou bien les dépêches qu'il y avait. Et ceux du matin à 5h, à 5h30, on avait un wagon postal qui arrivait à Vevey. On devait décharger, traverser les lignes de chemin de fer pour atterrir à la poste, puis descendre avec l'ascenseur. Et on avait les colis de Saint-Léger-Blonay qu'on distribuait directement au wagon de Saint-Léger-Blonay. On avait la raison Chardonne-Pèlerin qui partait depuis un véhicule de la poste du sous-sol. Et là, on se préparait, puis après, par la suite, on montait un peu en grade, on arrivait remplaçant facteur lettre. Écoutez, en 56 février, le froid du siècle passé, moins 22 pendant 3 semaines. Je faisais le quartier de la place du marché, le château de l'Aile, avec Paul Morand, l'écrivain. Les signes étaient collés par terre. On sortait de l'eau, ils restaient collés par terre. Il a fallu les décoller avec l'eauchette. Non, j'ai vécu ça. Oh là là. Et à Chardonne, la vigne a gelé à 80 cm de profond. Ils ont tout dû arracher. Ça vous dit quelque chose? En fait de frisson, on sera servi ce mois de février 1956.
froid intense s'est abattu sur l'Europe. Plus tard, je montais en grade, j'ai été nommé facteur paquet. Alors j'ai fait le plus beau quartier du monde, la vieille ville. Alors c'était l'époque où on portait la VS à domicile, les personnes âgées, vous voyez. On partait avec 20-30 000 francs tous les jours pendant une semaine. Maintenant, on ne sort pas de la poisse. Hein. Porter la VS à l'époque, il y avait bien des gens, c'est une des seules visites qu'ils avaient de la journée. Ah oui, bien sûr. Et moi, j'ai le cas, à 11h30 à une place à la rue du Conseil, je passe, la dame m'a dit, monsieur, je vous attends, je veux manger une raclette, mais je veux la partager avec vous. Alors, je suis rentré à la maison à midi, j'ai dit, ma femme, j'ai pas faim aujourd'hui. Non, mais c'est pour dire le côté social qu'on a. Ouais, voilà. Il faut dire aussi que le collège, c'était pas la même chose que maintenant. Hein. Le collège, vraiment, on quittait l'école primaire où la grande majorité des gens faisaient l'école primaire jusqu'à 16 ans. Quelques-uns faisaient la primaire supérieure, mais le collège, il fallait passer un examen et le collège était payant. Il fallait que les parents payent pour aller au collège. Et c'est le collège qui permettait après de faire des études. Tandis que quand on a modifié tout le fonctionnement de l'école vaudoise, alors il y a eu comment on appelait comment l'école, pas l'école primaire, il y avait le cycle secondaire, tout le monde était au cycle secondaire, hein, simplement avec une organisation différente, avec des gamins qui n'avaient pas forcément de la facilité, hein, mais ils étaient quand même en secondaire. Donc, moi j'ai fait mes premières années d'école primaire ici. J'ai fait l'école enfantine au collège de la Verse, les premières années ici au collège du Clos. Après, je suis retournée à la Verse. Et après, la primaire supérieure, c'était au collège de Clos. Ouais. D'accord. Et après, je suis revenue ici en face, où c'était l'école ménagère. Ouais. Parce que j'ai fini l'école Principe à 14h30. Je n'avais pas le droit de sortir pour rentrer en apprentissage. J'étais trop jeune. Alors, on m'avait obligé de faire l'école ménagère. D'accord. Les téléphones, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, j'habitais dans un quartier assez grand, au bas de la rue de la Madeleine, qui est Maria Belgia. Il y avait un téléphone chez la concierge, et c'était tout. Alors, elle devait faire les commissions de téléphone, ou si on devait téléphoner, il fallait aller chez elle, ou comme ça. C'était assez compliqué, je dois dire. Et puis, bien entendu, pas de télévision. On avait les radios, où on se groupait souvent autour de la radio pour écouter la pièce policière. Le mardi, le mardi soir. Énigme et aventure. Il y avait des émissions à la radio. Il n'y avait pas de télévision, c'était que la radio. Oui. Alors il y avait aussi le quart d'heure vaudois. Ça, c'était des émissions qui étaient vraiment très cotées.
Et toute la famille se réunissait autour, les amis, autour pour écouter ça. Le disque préféré de l'auditeur du Le dimanche disque matin. préféré du dimanche matin, Tous voilà. les 15 jours, tu avais droit à la marche triomphale d'Aïda. À la seconde partie, c'était tout du classique, chaque fois. Et puis la radio, c'était pas toute la journée, il y avait quelques heures par jour seulement. Oui, bien sûr. D'accord. Il y avait un programme autour de midi, un matin de bonne heure pour les informations, se faire à midi de nouveau. Et puis le soir un moment, mais C'était des rendez-vous en fait. Il y avait des moments. Donc la radio avait aussi un programme qui correspondait un peu. Autour des midis, les gens étaient à la maison pour manger, donc il y avait quelques émissions qui correspondaient bien. Et puis le soir, évidemment. Ouais. Tu peux les mamans dire, il y avait le courrier du skieur. Ouais. Par Humbert Louis Bonathalie. Moi, j'ai travaillé dans une grande maison internationale. On veut des noms. Ce n'est pas la télévision française, ici on peut donner les noms. Une demoiselle, si elle voulait se marier, elle devait quitter son emploi. Ah bon? Ah oui. Les femmes mariées, il n'y avait pas le droit de travailler. Chez moi, c'était pareil. Après, il y a eu de la possibilité de rester quand même, d'être engagé comme marié ou comme ça. Mais si on attendait un enfant, il fallait donner sa démission avant la naissance. Il n'y avait pas de le concevoir. Et un hiver où il avait fait très froid, on avait même eu l'interdiction d'arriver en pantalon des dames pour travailler. Même si on se changeait à l'arrivée, c'était interdit. Ça ne se faisait pas en fait. C'était dans les années 50. Les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Les mandataires et fondés de pouvoir, c'était pas mon cas, hein, ils n'avaient pas le droit d'aller faire leurs achats à la Migros. Ah oui. C'était contrôlé. Et la C'était contrôlé. Les employés avaient interdiction en 47 d'aller se servir à la poste. À la Migros. Tu as quoi ça C'était le monde qui dirigeait le pays, qui ne voulait pas que cette Migros cette Migros se battait pour baisser les prix. Alors que ceux qui dirigeaient, qui avaient une influence sur la politique, voulaient pouvoir garder la possibilité d'exploiter le peuple en lui vendant du lait ou du pain beaucoup plus cher, etc. N'est-ce pas? Et puis là, il y avait la coopérative qui avait déjà joué un rôle. Il y a la ménagère chez nous, ouais. Et puis, donc la coopérative au niveau national, qu'on connaît maintenant, mais c'était des coopératives régionales qui se sont mises ensemble. Et puis alors, le contraire, la Migros est devenue une coopérative après coup, mais quand on parle de cette époque, c'était un seul propriétaire, Dutoiler, qui avait monté ça, et sa bagarre, c'était de faire mieux que la Coop, c'est-à-dire pouvoir fournir à toute la population des produits bon marché. Et alors, c'était vraiment dramatique pour un certain nombre de commerçants, hein, et ils se battaient comme ça, en interdisant. Vous vous rappelez du premier magasin Migros à peu près? Le premier, la rue du Lac. Tout premier, la rue du Lac, oui. Ça va être rue du Lac. Alors c'était le deuxième? Où il y a pension immeuble maintenant. Exactement. Après, c'est venu à la Clergère, se faire. Oui, à Londres. Il y a le photographe maintenant, mais c'était petit. Oui. Vous avez beaucoup moins de produits aussi. Il n'y avait pas de self-service. Non. Sur le plan macroéconomique, il faut aussi savoir que la Migros a pu s'imposer d'une manière relativement facile. C'est-à-dire qu'ils avaient des petits coins, comme on dit, en général bien centrés quand même. Mais ils ont fait le début du lancement de Migros, c'était avec des camions. Voilà. Alors ils venaient avec des camions dans les villages, mais aussi dans les villes. Et puis ils ne vendaient pas tout. Ils vendaient une centaine de produits, pas plus. Là où ils avaient pu vraiment faire un effort sur les prix. Et ils se sont imposés dans l'esprit des gens en disant je ne vois pas pourquoi j'irai acheter ma saucisse à la Coop ou ailleurs, puisque là je peux la trouver 10 ou 20 centimes meilleur marché. C'était aussi des prix très bas. Une époque c'était vraiment, il n'y a jamais eu autant d'avancées technologiques
dans le monde. C'est vrai. Jamais, voilà, même nous, on ne dira pas ça. Mais on ne sait pas ce qui vous attend, ce qui vous attend. On ne sait même pas, nous on ne sait même plus. Et du coup, vous avez vécu comment du coup, tous ces changements en fait Est-ce que vous avez par exemple anticipé par exemple, le fait que justement la technologie prenne des places de travail ou par exemple que justement la télé qu'elle prenne autant d'importance ces années? Est-ce que vous avez... On le subit, hein. On ne se rend pas compte. Et on se laisse entraîner. Hein. Donc c'est ça. On n'a pas eu le temps de digérer. Voilà. Ouais. C'est venu... Et puis c'est des avantages. Il faut dire aussi, hein. C'est des plus. Quand on voit tous les programmes qu'on peut avoir à la télévision, on reste dans son fauteuil et puis on a un panel culturel absolument extraordinaire, n'est-ce pas, à la maison. C'est un plus fantastique que vous découvrez, qu'on n'avait pas quand on avait 20 ans. Nous-mêmes, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a des différences de génération maintenant, au niveau du comportement, alors qu'on a peut-être 5 ans de différence. Je prends par exemple, moi j'ai fait que l'école de commerce et l'école d'administration, je n'ai pas fait l'université, mais mes enfants ont fait l'uni. Eh bien, ils ont tous fait du chômage, hein, malgré une formation excellente. Enfin, on fait l'uni. Enfin, pour dire, donc ils ont une bonne formation, ils ont de la chance. Alors je m'appelle Issa, j'ai 22 ans. Je suis né à Vevey, mais je suis pas resté très longtemps, après jusqu'à 10 ans. Après j'ai dû déménager, mais ça restera pour moi un point d'attache assez important. Ma passion dans la vie, c'est principalement la musique. Je fais de la guitare, de la basse, puis j'enregistre. Sinon mes passions, je dirais que c'est les chiens, puis l'entrepreneuriat, le business, tout ça. Alors je m'appelle Zach, j'ai 21 ans. Je passe énormément de temps à Vevey parce que c'est une ville que j'adore, que je trouve magnifique. On peut voir avec ce bord du lac, les montagnes qui l'entourent. Et sinon je suis un passionné de cinéma, j'adore tout dans le cinéma, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime réaliser. Ma vie, je la vois en Suisse. Je me vois rester là très longtemps parce que je suis vraiment attaché à cet endroit. J'aimerais bien travailler dans les environs, essayer de faire quelque chose qui me passionne, comme un métier de l'audiovisuel, quelque chose comme ça. J'aimerais voyager, C'est un peu paradoxal parce que j'ai vraiment envie de partir, mais j'ai envie de rester aussi. J'ai envie de finir ma vie ici, mais si j'ai l'occasion de découvrir le monde, je découvrirai le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est le Centre Panorama? Alors, le Centre Panorama, c'est un lieu vivant, chaleureux et très ouvert sur l'extérieur, comme le dit une participante en fait. Et puis, au niveau de l'historique, parce qu'il faut peut-être commencer par le début, ça a 30 ans cette année. Le 1er juin 1988, c'est une décision, une volonté de la ville de Vevey qui a souhaité créer un lieu pour personnes âgées et qui a délégué la mise en œuvre à la Fondation Beau Séjour. Ils ont construit cet immeuble avec une partie du rez-de-chaussée consacrée au centre de jour du Panorama pour accueillir des seniors. Donc les personnes de plus de 65 ans peuvent venir ici soit au centre de loisirs où ils viennent pour une activité, ils repartent, donc ils sont totalement autonomes. C'est des personnes de 65 à 85 ans. Et puis il y a aussi une salle à manger, donc les gens peuvent venir prendre le repas de midi en compagnie. C'est toujours plus convivial et ça ouvre l'appétit. Et sans s'inscrire, ils peuvent venir prendre le repas ici tous les jours de la semaine. Et puis moi, je suis là depuis 30 ans. Quand c'était ouvert, c'était moi et puis l'ancienne responsable qu'on a ouvert la maison. Puis on a commencé petit à petit, il y avait la garderie, il y avait la bibliothèque qui était dans le coin là-bas. Et puis il y a eu des moments qu'on a refusé des gens, c'était tellement plein pour manger à midi. Puis des fois les gens ils devaient partir parce qu'on n'avait plus de place. Puis ça commençait à évoluer de peu à peu, petit à petit. Et
puis voilà, et après on a commencé à avoir plus de choses, ping-pong, garderie. La garderie après elle est partie. Et puis on a eu dans la grande salle les écoliers qui sont venus manger, ça fait aussi longtemps. Et puis voilà, ça a commencé petit à petit jusqu'à maintenant. Ça c'est le résultat de l'atelier cuisine que nous avons fait. Déjà le couvercle. On a fait hier avec un groupe de personnes, on a préparé les agrumes. Et puis aujourd'hui, je mets les confitures en pot avec l'aide de madame. Et on va les vendre à la foire Saint-Martin. Vous jouez souvent? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Et une fois toutes les 2 semaines le vendredi. Le matin entre 9 et 11. D'accord. Ça vous suffit parce que... C'est pas bon ça? Oh là là là. Alors, qu'est-ce que vous pensez que le centre vous apporte? Notamment, j'ai vu que vous avez fait du ping-pong, vous apprenez, vous faites notamment de la cuisine. Le centre du Panorama propose beaucoup d'activités. Donc des sorties en groupe, je ne les connais pas toutes parce que personnellement je suis concerné que par le tennis de table, mais si on ouvre le journal et qu'on regarde un peu les activités proposées par nombre des personnes qui chapeautent un petit peu le Panorama, on s'aperçoit que les activités sont très nombreuses. J'ai noté un peu certains thèmes qu'on pourrait aborder, je pense, notamment la musique, la vie sur le VV actuel, les lieux de rencontre actuels et disparus, les relations sentimentales, la fête du vigneron, et je pense aussi que ça pourrait être intéressant aussi de parler un peu de comment ils voyaient un peu, genre quand ils faisaient la fête, par exemple, par rapport que ce soit la drogue ou l'alcool, par exemple, mais je pense que ça pourrait être intéressant de leur en parler, mais d'un point de vue plus... pas qu'on en fasse l'apologie, mais plutôt dire est-ce que pour vous, à cette époque, il y avait déjà de la prévention par rapport à ça? Je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis, il y avait une autre chose aussi. Ouais, je pense, enfin, moi personnellement, je pense que c'est plus discuter avec eux que réciter les choses. Je pense, parce que vu que comme ça, ce sera un peu plus naturel, ce sera vraiment une discussion et pas simplement un truc linéaire. Il y a une discussion, quoi, une discussion de groupe. On s'envoie aussi quelques blagues par-ci par-là. Ouais, clairement. Bon, alors, cet après-midi, donc c'est Zach et moi qui allons filmer. Je ne sais pas encore si on va se déplacer autour de la table ou si les caméras sont fixes, mais on s'occupe des images édition cet après-midi. Vous vous occupez d'animer, poser les questions. Pour moi, il n'y a aucun souci, je pense pour toi non plus. Alors, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bina Kazani, j'ai 20 ans. Je suis né à Vevey, je suis pur veveysan. J'aime faire énormément de choses, il y a énormément de sujets qui m'intéressent. Mes rêves aussi, étant donné que là maintenant j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans, j'ai plusieurs rêves. J'ai notamment le rêve de d'être historien. Je suis vraiment un gros passionné d'histoire et je rêve de faire ça plus tard dans la vie, d'être vraiment historien. Je m'appelle Julio Gonçalves, j'ai 18 ans. J'habite à Vevey depuis 2 ans déjà. Mes rêves, ce serait d'un jour pouvoir travailler dans un magasin spécialisé manga. C'est un projet que j'ai depuis quelques années. Un projet qu'on va créer, j'espère, bientôt. Moi, j'aime bien sortir avec des amis. J'aime bien tout ce qui est lecture, pas seulement manga. J'aime bien aussi les BD, les romans. Et je regarde aussi pas mal de films. Toute la ville était en fête, c'était magnifique et tout. C'était aussi, bon, évidemment, l'âge, on change un peu d'avis, mais pour moi, c'était celle de 55 qui avait primé. C'était qui primait. Ah oui. Ouais. C'était vraiment celle-là qui vous a le plus marqué. Ouais. Il faut savoir que c'est celle qu'on fait autour des 20 ans qui est toujours la plus belle. Parce qu'on arrive à l'âge où on prend de la liberté, où on devient enfin quelqu'un,
Et puis, il y a cette extraordinaire ambiance hein, qui dure quand même pendant une année à peu près. Alors, celle qu'on fait à 20 ans est formidable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1955, la musique d'honneur, c'est la garde républicaine de Paris, c'est pas n'importe qui. Et dans les danseurs étoiles, il y a Nina Virubova, Michel Renaud et tout ça, des grands danseurs d'opéra extraordinaires. Et pour en revenir en 1955, le groupe du printemps, on avait un carnotset au bord de la rue des Deux Marchés. Et puis un soir, on a invité 3 musiciens de la garde républicaine. Et ils nous ont dit qu'ils n'en revenaient pas de voir la beauté de spectacle fait par ces amateurs d'une petite ville. Ils n'en revenaient pas. Et du reste, la première représentation, ils l'ont joué debout. Ils regardaient, ils jouaient, ils regardaient debout. Ils ne revenaient pas de voir la beauté de ce spectacle. Et ils nous l'ont dit. Et alors, hors de leur contrat, ils ont été joués dans les EMS, dans les hôpitaux, un peu partout, gratuitement. Et c'est la garde républicaine de Paris. Vous voyez ? Et je pense que la fête de 1955, elle a été comment dire, une révolution de toutes les fêtes, parce que c'était après la guerre. Vous voyez ? Oui, ça s'appelle le baccalauréat. Ouais, tout à fait. Il y a un sujet qu'on n'a pas discuté. C'est à notre époque, surtout, les petits-enfants qui perdaient leur maman, leur papa, se retrouvaient orphelins. À l'époque, on a souvent des grands-parents, des tantes, des oncles qui élevaient l'enfant. Maintenant, c'est fini. Un grand-parent ne peut plus élever son petit-enfant si la maman est morte ou si le papa est mort. C'est là qu'on voit la différence. Et moi, je suis un de ceux-là. Dans le fond, je connais plusieurs cas où les enfants ont été élevés par un oncle, une tante, le frère du papa, le frère de la maman. Il ne faisait pas d'histoire. Alors on élevait ce gamin, il allait très bien. Ou maintenant, pratiquement, un couple ne peut pas vivre avec des enfants si les deux ne travaillent pas. Un couple arrivait à vivre avec un seul salaire. Plus ou moins, on y arrivait. Bon, il y avait beaucoup. On n'avait pas 2 voitures. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y avait même pas une seule voiture. Il n'y avait pas du tout de voiture. Il y avait beaucoup moins d'occasions de dépenses que maintenant. On n'avait pas tous ces appareils, télévision. Il ne fallait pas changer la télévision tous les 5 ans, 6 ans. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas, on ne changeait pas les meubles. Les meubles, ça restait la vie entière. Ils étaient plus solides peut-être aussi. Enfin bref, on ne changeait pas les choses. On gardait, on dépensait beaucoup moins que maintenant. Maintenant, les gens dépensent beaucoup. Alors, il faut de salaire pour s'en sortir. C'est vrai. On nous disait à l'époque, quand on s'est marié, il fallait que le loyer soit le 5e du salaire. Et moi, je me suis marié. On parle d'un tiers maintenant. En 1956, je gagnais 560 francs par mois et mon loyer était de 85 francs. C'était l'année où je venais 20, 3 pièces, mais pas de chauffage. Donc, un potager, il faut chercher le bois, tout ça. Mais maintenant, je doute que ce soit la même chose. En 3 pièces, comme chez moi, sur la rue de l'Union 24, il y a plusieurs appartements qui ont été libérés. Ils les ont tous transformés. En bas dessous de chez moi, c'est un 3 pièces et demie. Ils ont démonté la cuisine, ils ont tout refait, ils ont changé. Résultat, 400 francs de plus. Ils payent 1750 francs, un loyer qui est à 1300. Ça va vite. Alors, qui peut payer ça? Avec 3 gamins à la maison, c'est cela. Il faut 7-8 000 francs par mois pour s'en sortir. Il n'y a pas de problème. Et sans parler de la voiture encore. La voiture,
On avait parlé de la musique, ils nous avaient parlé un peu de ce qu'ils écoutaient. Il me semble ça, ouais. Attends, j'avais pris des mots-clés. Après, je me suis posé une question aussi, les transports. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, les transports. Comment est-ce qu'ils se déplaçaient? Je veux dire, à 20 ans, on n'a pas forcément fait à pied et vélo. Il n'y avait pas les trains, les bus. Il n'y avait pas de moyens de locomotion publique. Les bus. Même pas regardé. Transport. Enfin, je veux dire, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, parce que maintenant on se transporte. Nous, franchement, vous avez tellement la flamme, vous prenez le bus pour quelques arrêts. Non. Eux, ils marchaient. Enfin, vous, les jeunes en général. Voilà, merci. Pardon. Les jeunes en général. Je ne le fais pas non plus, moi je marche. Bah, j'ai amené quelques mangas. Et je pense que ça serait intéressant justement d'en parler pour voir ce qu'ils pensent. Parce que notamment, il y a des mangas qui parlent, par exemple, de la guerre, comme Akira, qui parlent de certains problèmes sociaux. Et après, on peut enchaîner par un truc, je crois qu'on n'en a pas parlé, c'est si j'arrive bien à dire quelles étaient leurs plus grandes peurs à cette époque-là. On n'a peut-être pas non plus les mêmes peurs aujourd'hui. Nous, c'est peut-être plus des peurs professionnelles, comme savoir ce qu'on va faire de notre vie et tout. Et apparemment, pour eux, c'était plus facile de trouver un job. Du coup, qu'est-ce qui leur faisait peur? Quelles sont nos peurs? Du coup, vos peurs à vous, personnellement? Je ne pas trouver de CFC, de devoir rembourser ma bourse alors que j'ai rien demandé. Ok. Pour moi, c'était clair. Clair et net. Non, mais c'est vrai que c'est souvent par rapport au domaine du professionnel. On se demande ce qu'on va faire de notre vie. Ouais. Sinon, j'ai pas vraiment d'autres grandes peurs. Comme Hero Academia s'arrête là. Si, alors moi j'en aurais quand même une en fait, tout bonnement, c'est simplement que le monde décide vraiment de péter un plomb et que tout le monde sorte l'arme nucléaire en fait. Alors, l'ensemble de ce qui était des autorités, parce qu'il y a les autorités politiques, il y a les autorités dans les entreprises, il y a les autorités comme la police qui représentent... ça, c'est quelque chose qui a été complètement effacé. C'est-à-dire que je crois que, d'une manière générale, vous n'avez plus de respect pour ces gens. Enfin, j'entends. Oui, vous avez un respect normal, enfin humain. C'est-à-dire que nous, il n'y avait rien à faire. Ce que mon voisin dit, il y avait l'uniforme, bien sûr, qui joue un rôle, et on avait vraiment un respect. On nous avait appris, gamin, il fallait enlever son chapeau pour dire bonjour. Enfin, il y avait des trucs comme ça qui ne se font plus du tout. Je me rappelle qu'on a dû décider une fois en municipalité de Vevey, est-ce que les jeunes, quand on faisait la cérémonie des promotions, tout le monde se levait quand nous, membres de la municipalité, on arrivait pour la cérémonie. Et à un certain moment-là, pris la décision, ils n'ont plus besoin de se lever, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis c'était peut-être une erreur que de faire tomber ce genre de formules qui font qu'on marque du respect pour l'autorité. Alors ce qui a cassé entre votre génération, mais encore mes enfants qui ont près de 60 ans, ce qui a cassé, c'est le célèbre mai 68, vous vous souvenez de ça, vous en avez entendu parler. Alors on était trop bridés, parce qu'il y avait eu la guerre, alors on était obligé de faire comme ça. Donc on est sortis, nous, de cette période de la guerre, et en mai 68, ça a éclaté, toute la jeunesse, on dit on en a marre de devoir pratiquement faire bonjour comme des militaires, je sais pas quoi, et c'était tout à fait normal qu'il y ait une explosion de liberté. Mais c'était peut-être un peu loin. Alors, c'est toujours la même chose, il y a des pendules, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que la dernière fois, on parlait de comment on voyait le monde se à passer venir dans le futur. Et on se posait la question justement des peurs qu'on pouvait avoir personnellement à cette époque-là, les craintes qu'on avait, si c'était vraiment que professionnellement ou si vous aviez des craintes particulières étant jeune. Moi j'ai une réponse, mais il faut que mes amis répondent aussi. On n'a pas eu de peur. On a une chance exceptionnelle par rapport à vous. On était dans une période qu'on a appelée les 30 glorieuses, vous avez entendu cette formule, où toute l'Europe avait été cassée, enfin le monde entier, et il fallait reconstruire. Donc il y avait du travail pour tout le monde, il y avait une espérance, ceux qui voulaient faire une carrière, arriver à... il fallait bosser, bien entendu, mais je veux dire, on a une période où il n'y avait pratiquement pas de chômage. Parce qu'on ne sait pas si à votre temps des 20 ans, il y avait des personnes étrangères à la Suisse qui habitaient Vevey. Alors ça, je me souviens
j'avais dans ma classe, il y avait un Italien. Un Italien. Et j'étais assez ami avec lui. Je me souviens, il s'appelait Ramoni, je crois, son nom de famille. Hein? Alors, mais je crois que c'était le seul, et puis il y en avait très peu. Ceux qui, comme étrangers, c'était soit des étrangers qui étaient déjà de longue date en Suisse, parce qu'il y en avait, hein, des Russes ou comme ça, mais peu. C'était la grande bourgeoisie, c'était des gens... Ouais, des gens riches qui étaient venus. Des gens riches, voilà. Mais ça commençait les Italiens, oui, alors des maçons, c'était le début. C'était le début, disons, je crois. Je ne me trompe pas en disant ça. Quand on était gamin, c'est vrai, il y en avait très peu. Chez nous, dans notre classe, on avait un anglais. Et j'ai le souvenir que notre professeur, enfin notre maître de prime sup, nous disait partout où il y a quelque chose à prendre, il y a un anglais. Alors on a tous éclaté de rire, puisque j'en avais un à côté de moi. Donc. Oui, moi j'en ai eu après aussi plusieurs d'anglais d'autres classes qui étaient. Leurs parents étaient chez Nestlé ou comme ça. Ça commençait ça, à fourmiller. Mais c'était pas encore la grande arrivée des Italiens, puis après des Espagnols et des Portugais qui sont venus vraiment faire beaucoup de travail en Suisse. Et à ce moment, ils n'étaient pas du tout discriminés. Alors les étrangers, pas du tout. Il y a une chose au départ. Au départ, on avait les étrangers qui venaient travailler seuls. Et par la suite, on a autorisé les familles à venir, à s'établir en Suisse. C'est comme ça qu'on a eu ces Italiens, Espagnols, un peu Portugais, qui sont venus travailler à l'école, qui sont venus à l'école avec nous. Donc ils avaient le droit de rester 8 mois, pas plus. Ils devaient absolument rentrer tout le temps. Et puis ils revenaient 8 mois, ils repartaient 4 mois chez eux et ils revenaient. C'était à la limite dégueulasse, n'est-ce pas, d'utiliser des gens comme ça. C'était admirable ce qu'ils faisaient, dans le fond. Mais bon, ils n'avaient pas de travail chez eux, ils étaient contents de C'était comme ça à l'époque. Hein. On a quand même progressé de ce côté-là. Transport public, justement, il y avait les trams, mais qu'est-ce que vous utilisez d'autre? Bon, sur le plan transport, on peut dire aussi, moi je vois pendant que j'étais à l'école de commerce jusqu'à l'âge de 20 ans, je faisais mes vacances tout en vélo. Hein, donc on prenait une tente de camping et puis on allait faire des immenses promenades, mais en vélo, puis il fallait pédaler, quoi. Enfin, voilà. Alors on était trop fauchés, quoi. Comme apprenti, on avait vraiment un tout petit salaire, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Et puis beaucoup ont fait du camping, hein, parmi vous, hein, je pense aussi, à cette époque. Ouais. Alors ça aussi, tandis que maintenant, je pense que vous avez plus la possibilité de trouver les moyens de vous déplacer, même en avion. Et on voyageait très peu, quand on avait 20 ans. On n'avait pas les sous. Et puis on n'avait pas les possibilités de voyage. On n'avait pas le temps aussi, on n'avait pas le temps. Vu qu'on travaillait le samedi, on n'avait pas le temps. Et puis on ne s'aventurait pas en Suisse allemande. Hein. Puis les vacances étaient faites pour se reposer et puis se retaper. Voilà, on avait 2 semaines de vacances. On avait 2 semaines par année. Ah oui, c'est ça, 2 semaines de vacances. Alors c'était vraiment la misère. Bien sûr. On était tout fiers sur la rue. J'ai vu Charlot, il était là à la place du marché, je l'ai vu. Ou au cinéma Rex, il allait souvent au cinéma Rex. Oui, aussi. Au pied au CNI, chaque année. Le cirque venait, il assistait toujours. Magnifique. Il allait aux représentations du cirque. Alors il était respecté, c'était un grand personnage. Un grand personnage. Mais on n'osait pas trop l'approcher, on ne lui dirait pas bonjour, mais il était aimé, quoi. Voilà. L'Europe, on a fait quelque chose de très enfantin. Donc ici, c'est en fait vu vraiment quelque chose pour les enfants, alors que c'est pour toute catégorie d'âge. Oui. Vraiment, en allant de quelque chose de très psychologique, on peut aller sur les romans policiers, mais comme pour nos romans à nous en littérature, sauf qu'ils sont imagés et à l'envers.